Bonjour à tous, je suis Lorelai. Et moi, c'est Léa. Nous sommes heureuses de vous accueillir dans ce nouvel épisode de I Am an Equestrian. Dans ce podcast, nous échangeons avec des professionnels de la filière équestre autour de discussions longues pour découvrir leur parcours, leur histoire et comprendre comment ces personnes inspirantes ont réussi à transformer leur passion en métier. Tous nos épisodes sont disponibles à l'écoute de façon permanente sur vos plateformes de streaming habituelles ainsi que sur le site internet et l'application de notre partenaire L'éperon. 2021 est enfin là et nous sommes très heureuses de vous retrouver avec ce nouvel épisode. Pour inaugurer cette nouvelle année, nous sommes partis à la rencontre du concours complet avec un des jeunes espoirs français de cette discipline, le discret et pourtant talentueux Alexis Goury. En octobre dernier, Alexis termina la 7e place de son premier CCI 5 étoiles à seulement 25 ans. Et pourtant, vous le découvrirez au cours de cet épisode, Alexis Goury a déjà une vision affinée du travail qui lui reste à fournir pour se construire un avenir sportif aussi brillant que périn. Au cours de cette conversation, nous avons évoqué avec lui ses débuts à cheval, son goût pour la compétition et les étapes qu'il lui faudra franchir pour atteindre chacun de ses objectifs. Nous avons eu le plaisir de rencontrer un homme de cheval, un acharné de travail dont l'ambition et la détermination promettent déjà de nombreuses victoires. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une très belle écoute. Pour cette sortie d'épisode, nous avons le plaisir de nous associer à l'agence Riders Talent. Fondée par Alexandre Becca et Laurent Gerber, Riders Talent est la première agence française de management de cavaliers de haut niveau. Partant du constat qu'à l'ère du 2.0, la valeur des cavaliers ne s'évalue plus uniquement sur leurs performances sportives, les deux cofondateurs se sont armés de leurs compétences affûtées et de leur profonde passion pour ce sport afin de proposer un service de gestion intégrale de la communication à destination des cavaliers internationaux. Plusieurs cavaliers ont déjà choisi de collaborer avec Riders Talent pour la gestion de leur communication et pas des moindres. Édouard Lévy, Morgane Barbanson-Mestre, Maxime Livio ou encore notre invité du jour, Alexis Goury. L'accompagnement de ces cavaliers par Riders Talent est modélisé autour de 3 grandes missions. Le développement des partenariats, la gestion des réseaux sociaux et la valorisation de l'image, ainsi que la gestion des relations publiques et de l'événementiel. Parce qu'un cavalier ne peut plus, en 2021, se contenter de travail ou de talent pour construire sa carrière, l'agence Riders Talent garantit à ses sportifs et hommes de chevaux de leur apporter toute l'expertise nécessaire pour répondre aux besoins d'aujourd'hui et de demain. Vous l'entendrez pendant cet épisode. Avec Alexis, nous avons aussi parlé de médiatisation et de communication. Alors voici quelques extraits de notre échange au sujet de Riders Talent, agence avec laquelle il collabore depuis plusieurs mois. J'ai accepté de me faire aider par cette agence qui du coup gère toute la partie image, la recherche de sponsors, la recherche de sponsors autres que ceux du milieu équestre. Et ça nous permet d'être beaucoup plus efficaces, beaucoup plus pertinents. Ils savent comment gérer les réseaux, quoi mettre à quel moment. On revient d'un concours, on a fait une bonne performance. La semaine qui suit, si on n'a pas quelqu'un qui nous dit « Ok, on va mettre ça, c'est le bon moment, c'est opportun », et en fait, les gens ils vont lire qu'on a fait une bonne performance et puis derrière, il n'y a plus rien. Donc il faut réussir à se servir de ce qu'on crée en concours et de ce qu'on crée avec les chevaux, pour après apporter aux gens qui nous suivent d'autres choses, des choses du quotidien, des choses sur les chevaux et grâce à Riders Talent, ça nous permet d'être beaucoup plus efficace et d'avoir une communication beaucoup plus professionnelle. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Am an Equestrian, le podcast. Alexis, pour moi, c'est quelqu'un de très rigoureux, qui se lève le matin, qui pense au bien-être de ses chevaux, qui pense vraiment à tous les aspects qui sont autour, qui met tout en place dans son planning, dans ses journées, dans l'idée d'une compétition. Il va regarder le planning la semaine d'avant, le mois d'avant, sur l'année pour étaler tous les entraînements et vraiment caler tout ça pour que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de soucis. Il est pareil un peu avec tous les chevaux en fait. Enfin, s'il a une affection particulière avec Trompe-l'œil parce que c'est son premier cheval, mais après avec tous les chevaux, il les travaille et puis dès qu'ils vont faire quelque chose de bien, il leur fait une caresse. Alors c'est assez marrant pour un homme de voir faire des caresses. Donc on voit qu'il les aime et que sinon on ferait pas ce métier-là non plus. En tant que cavalier, encore une fois, je pense que c'est vraiment l'organisation et la persévérance qu'il peut avoir avec certains chevaux en disant je sais qu'il peut le faire, il va le faire et après, dans la vie de tous les jours, il est un peu comme ça, il peut être têtu dans un sens, me dire non mais ça je vais le faire et il faut que je le fasse et ça sera fait. Et il va se donner tous les moyens pour le faire. Bonjour Alexis.
Merci beaucoup de nous accueillir chez toi dans ces écuries, situées juste à côté de la ville d'Angers, où tu viens de t'installer il y a 2 mois, si je me trompe pas. Tu n'es que le 2e cavalier de concours complet que nous avons la chance de recevoir dans notre podcast. Et comme Victor Lévesque, tu fais partie de cette nouvelle jeune génération que le concours complet voit évoluer. Tu n'as que 25 ans et tu es déjà instructeur puisque tu as suivi la formation de l'École nationale d'équitation à Saumur, puis tu as intégré le pôle France et participé en 2016 à tes premiers championnats d'Europe avec ton fidèle cheval Trompe-l'œil d'Emery. Et depuis, tu fais ta place dans le sport de haut niveau. Est-ce que pour commencer, Alexis, tu pourrais revenir sur toi en tant que jeune cavalier, nous dire d'où est-ce que tu viens et comment est-ce que tu as grandi et quel enfant et adolescent tu étais à, je dirais, 10-15 ans? Tout d'abord, merci de faire ce podcast. C'est la première fois que je fais ça, donc merci d'être venu jusqu'à chez nous. Donc moi, je suis né dans le 78 à Maison Lafitte. La fenêtre de ma chambre donnait a priori sur l'hippodrome. Donc je sais pas si c'était un premier signe ou pas, j'en sais rien, mais donc je suis né dans le 78, j'ai grandi dans le 95. J'ai fait toutes mes études mes premières années scolaires dans le 95 jusqu'au lycée et j'ai commencé l'équitation à 8-9 ans, on va dire. Ma tante, elle avait un centre équestre à l'époque. Et j'y allais très régulièrement parce qu'on habitait pas très loin et c'est la sœur de ma maman et elles sont assez proches, donc on se voyait très souvent. Au début, ça m'intéressait pas plus que ça. J'y allais, mais voilà, j'allais faire autre chose que de regarder les chevaux, ça m'intéressait pas particulièrement. Et puis, je sais pas, un jour j'ai fait une balade. Ça m'a plutôt pas mal plu. Et puis j'ai fini dans une carrière à sauter. Et puis là, j'ai commencé à accrocher. Et j'ai tout de suite fait de la compétition. Donc je voulais que ça soit... En fait, je voulais monter, mais pour le concours. Donc, quand je montais, il fallait qu'il y ait le concours à la fin de la semaine. Limite en hiver ou dans les périodes où il y avait moins de concours, j'avais pas trop envie d'y aller, quoi. C'était pas, voilà, c'était vraiment la compétition qui m'attirait déjà à cet âge-là. Après, avant, j'avais pratiqué d'autres sports. J'ai fait du tennis, du basket. Je faisais un peu tous les sports. J'aimais tous les sports. Donc, pourquoi les chevaux m'ont attiré et j'y suis resté? Je sais pas, je pense que c'est un taux de circonstances qui ont fait que le fait que voilà, ma tante était dedans et c'était facile de pouvoir en faire et d'y aller tous les jours. On habitait à 10 minutes, donc je pense que c'est ça qui a fait que je suis resté un peu là-dedans. Après, mon père avait fait un peu d'équitation plus jeune. Il a vite arrêté avec des problèmes de dos. Mais on n'est pas issu d'une famille de cheval à la base, hormis ma tante qui faisait ça professionnellement. Voilà, c'était... Qu'est-ce qui fait d'après toi que tu t'es passionné à un moment donné pour l'animal cheval? Je suis quelqu'un qui a toujours détesté être enfermé. J'aimais toujours être à l'extérieur. J'aimais pas tout ce qui était en salle. L'école, j'aimais pas trop ça. J'aimais toujours être dehors. Donc déjà, je pense qu'il y avait ce premier abord où on est dehors, qu'il fasse beau, froid, pluie, vent, ça me dérangeait pas spécialement, mais j'aimais ça, j'aimais être dehors. J'ai toujours aimé ce côté nature. Le cheval en lui-même, c'est un animal, je pense que tout le monde regarde d'une certaine manière. C'est impressionnant, c'est un animal qui est vraiment beau et ça doit être ça qui a dû m'attirer, mais c'est vraiment l'aspect compétition qui m'a tout de suite amené vers ça et peut-être l'échange qu'on peut avoir entre le cavalier et le cheval. Enfin, à l'époque, c'était des poneys, mais peut-être cette relation-là qui s'est installée rapidement où, vu que j'étais chez ma tante, j'avais un poney attitré, je montais toujours le même, donc il y a une relation qui s'installe et peut-être que c'est ça aussi qui m'a attiré dans ce milieu-là, quoi. Et j'ai toujours aimé, j'aimais monter à cheval, mais j'ai toujours aimé faire tout ce qu'il y avait à côté. Je passais tout le temps mon temps sur le tracteur à passer la barre. J'allais aux vacances, j'allais curer les box. Pourtant, ça n'a rien de passionnant, mais voilà, j'aimais faire ça mais voilà, je pense que c'est ça qui m'a attiré dans ce milieu-là, c'est que tout me plaisait. J'avais pas l'impression que c'était une contrainte d'aller faire tous les à côté qui font que aujourd'hui on est obligé de le faire. Tu nous disais donc que t'aimais faire tous les à côté, l'entretien, le tracteur. Je crois que tu selles aussi beaucoup tes chevaux. Et d'ailleurs, on est arrivé, t'étais en train de faire des travaux dans les écuries, en train de scier des barreaux de tes chevaux. Est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Est-ce que tu t'es pas lassé de justement la charge de travail que ça représente de gérer une écurie, de gérer des chevaux? Il y a le fait que vous montez beaucoup à cheval, vous passez beaucoup d'heures à cheval, mais finalement vous passez largement au moins autant d'heures à côté à faire de l'entretien, à faire du travail manuel, etc.
Jusqu'à aujourd'hui, j'étais à Saumur. Et là-bas, on est énormément accompagné et encadré. C'est une école, hein, c'est pas du tout... on ne nous apprend pas à faire tous les à côté, on va dire. Et ça faisait 6 ans, 7 ans que j'étais là-bas. Et moi, je suis quelqu'un d'assez manuel et j'aime bien faire plein de choses. Et là-bas, je pouvais rien faire. C'est-à-dire que mes journées, à la fin, c'était que les chevaux, monter à cheval et... Voilà, monter à cheval, s'occuper des chevaux et il n'y avait rien d'autre. Et ça me manquait là-bas. Et du coup, le fait d'être chez moi aujourd'hui, je suis hyper content de prendre mon tracteur, de passer la barre, d'entretenir les écuries. Et d'autant plus que je le fais pour moi parce que c'est chez nous maintenant. Mais voilà, c'est des choses qui permettent de faire autre chose. On se vide la tête. Si la matinée, ça a pas été avec les chevaux ou quoi, j'en sais rien. On va faire autre chose et ça passe, quoi. Après, il faut aimer. Il y a des gens qui aiment pas du tout. Mais moi, ça me dérange pas du tout de faire tous les travaux. Et s'il y a des choses, après, il y a aussi un côté financier, évidemment, qui fait que j'en fais plus moi-même aujourd'hui. Mais voilà, j'ai plus envie de le faire moi-même. Et après, c'est la satisfaction de se dire qu'on a fait ça pour nous. Et voilà. On en reparlera de ton expérience à Saumur un tout petit peu plus tard, mais je vais suivre un peu la chronologie des questions. Est-ce que tu peux nous expliquer, tu nous disais que tu as toujours aimé faire de la compétition quand tu as commencé, tu faisais déjà du concours complet ? J'ai commencé au tout début, je faisais de l'équifun. Ah oui. Est-ce que tu peux nous expliquer du coup le chemin en fait qui t'a amené jusqu'à la discipline du concours complet ? Qu'est-ce qui t'a plu ? À quel moment tu l'as découvert ? Et en fait, qu'est-ce qui te plaît toujours aujourd'hui ? Quand j'ai démarré l'équitation, donc c'était chez ma tante et mon oncle, ils faisaient tous les deux du complet, c'était leur discipline, mais ils avaient une pédagogie qui était que on partait pas sur le complet tant qu'on n'avait pas appris des bases. Donc j'ai démarré, j'étais petit, mais j'ai démarré par de l'équifun à Shetland parce que c'était peut-être le truc à la mode et puis c'était facile à faire. Je me souviens même plus ce qu'on devait faire, mais si je me souviens, c'était des parcours avec des balles à déplacer. Enfin voilà, c'était un mélange un peu de pony game, etc. Des choses assez ludiques, quoi. Et donc ça, je me souviens avoir fait ça. Et après, j'ai fait un peu de CSO, mais ça a peut-être été une année. J'avais fait une coupe voltige. Enfin, c'était une coupe CSO, mais il y avait plusieurs disciplines. J'avais fait de la voltige aussi. On avait fait un carrousel. Donc voilà, c'était plusieurs choses. Ça devait être mes 2 premières années. Et après, quand ils ont dû estimer que j'étais prêt, que j'étais en âge et que j'avais toutes les bonnes bases pour commencer à dérouler une reprise sans ressembler à un guignol, quoi, on va dire. Ils m'ont envoyé sur le complet et du coup là j'ai directement démarré ça parce que là-bas c'était la discipline où tout le monde allait en général. Dans ce centre équestre, tout le monde faisait du complet. On faisait du dressage et du CSO pour se préparer, mais en général on finissait tous par aller au complet. Et après, une fois qu'on y a goûté, on ressort pas. Tu partages ta vie sportive, mais aussi ta vie avec un cheval en particulier, qui s'appelle Trompe-l'œil d'Emery, avec qui tu as commencé la compétition et qui ne semblait absolument pas destiné au haut niveau. Est-ce que tu pourrais un peu nous parler de lui, puisque aujourd'hui tu te rends quand même avec lui sur les plus beaux concours. C'est donc une histoire un peu particulière. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce cheval et de cette histoire ? Alors ce cheval-là, en fait, quand j'étais au lycée, à la base je voulais être vétérinaire. Et arrivé en seconde, j'en avais déjà marre de l'école. Je me suis dit, j'en ai encore pour 10 ou 12 ans, ça va pas être possible. J'avais envie de monter à cheval, mais j'avais aucune prétention de devenir cavalier ou quoi. Je savais pas trop ce que je pouvais faire. Par contre, mes parents m'avaient dit, si tu veux être dans ce milieu-là, il te faut un bagage, il faut des diplômes. Et la seule école qui te permette d'avoir un bagage conséquent, c'est d'aller à Saumur. Et pour ça, il fallait un cheval. Du coup, on a cherché un cheval. Il y avait des critères. Je crois qu'il fallait que le cheval ait minimum 6 ans, fallait avoir fait de l'amateur 1, donc j'avais acheté un cheval en me disant voilà, faut qu'il fasse amateur 1, amateur élite, si je fais une étoile un jour ça sera bien, mais j'étais vraiment pas du tout dans l'optique de ce que je suis aujourd'hui. J'y suis allé un peu à l'aveugle, je savais pas ce que j'allais faire derrière. Donc on a acheté ce cheval-là. Après mon année lycée, après mon année terminale, j'ai voulu travailler quand même pendant 1 an dans des écuries pour être vraiment sûr que que ça me plaisait de faire ça à temps plein et que ça allait pas être juste une lubie d'un jour et au bout de 2 mois en avoir marre parce que ce milieu-là il est quand même particulier. Il y a plein de gens qui arrêtent parce qu'ils se rendent compte que ça leur plaît pas, c'est trop dur, trop d'investissement, etc. Donc j'ai travaillé pendant 1 an. J'ai fait 6 mois chez Frédéric de Romblay, qui est un ancien cadet de complet qui maintenant fait beaucoup de CSO. Et j'ai fait 6 mois chez Eddy Sens. Et quand je suis reparti de chez Eddy, le projet, c'était de retourner chez lui, travailler avec lui.
Donc quand je suis arrivé à Saumur, j'avais pour idée de repartir chez lui après, faire mes études, revenir là-bas et voilà. Et avec le temps, bon, ça s'est fait un peu différemment. Et donc pour revenir à Trompe-l'œil, étant donné que j'avais pas d'ambition de devenir un cavalier professionnel, de faire du haut niveau, ce cheval-là, on l'avait acheté comme un bon cheval d'amateur. Et quand je suis arrivé à Saumur, au début, c'était assez compliqué. Je faisais de l'amateur 1, mais assez péniblement. Amateur élite, ça passait pas trop. Il y avait rien d'incroyable. On était 10 dans la promo, je me souviens, les autres, ils cassaient pas 3 pattes à un canard. Même le premier hiver, j'avais voulu le vendre. J'avais fait essayer et tout, et puis bon, je l'avais pas fait finalement. Il y avait peut-être une histoire un peu de cœur. À ce moment-là, il y avait vraiment pas d'histoire de performance, mais peut-être plus le cœur qui a fait que bon, allez, je le garde quand même. Et puis je sais pas, d'un coup ça s'est déclenché. Il y a eu une épreuve qu'il a bien faite, et depuis ce jour-là, tout s'est enchaîné assez vite. Il a fait anciennement une étoile, maintenant c'est 2 étoiles. Bon, moi je suis quelqu'un qui, dès que j'ai franchi un cap, je vais tout de suite à l'étape d'après. Je suis pas trop à stagner, j'aime bien que ça avance, donc j'ai été assez vite dans ma progression. Et puis lui, il a suivi le truc, ça a marché, et j'ai fait un 3 étoiles actuel qui était à Pau en fin d'année, donc c'était en 2015 ça. Donc là j'étais en 2e année de formation initiale. Et après cette épreuve-là, le Pôle France s'est rapproché de moi en me disant le cheval il est intéressant, etc. Et ils m'ont dit on va t'aider un peu pendant l'hiver, et puis si tu arrives à faire ton 3 étoiles long qui te permettra d'être qualifié pour les championnats d'Europe jeune cavalier, tu rentreras au pôle. Et puis voilà, tout s'est enchaîné comme ça. Je suis rentré au pôle en plus de la formation. Et puis le cheval, il a passé tous les paliers pour arriver au plus haut niveau, et il l'a toujours bien fait. Et c'est comme ça que c'est devenu ce cheval-là. Il y a eu plein de choses qu'on fait que il en est arrivé là. C'est pas arrivé comme ça, mais la formation, ça m'a aidé. Le pôle, ça m'a énormément aidé. En tant qu'athlète, ça m'a appris à devenir un vrai sportif et à préparer un cheval. Donc il y a plein de choses qui ont fait qu'il est devenu ce qu'il est aujourd'hui, mais l'histoire à la base, si on m'avait dit tu feras un jour un 5 étoiles et en plus performant, déjà j'aurais dit moi je suis pas capable, et le cheval, j'aurais jamais dit qu'il ferait ça, personne ne l'aurait dit d'ailleurs. Donc à la suite de ça, tu as intégré l'ENE à Saumur, tu as rejoint la formation pour passer l'instructorat. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de cette expérience à Saumur, à la fois de l'ENE, de l'instructorat, et à la fois du pôle France que tu as rejoint à la suite? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que tu as pu en tirer de toutes ces années auprès en fait des instructeurs de Saumur et de l'encadrement qu'il y a là-bas? Moi, Saumur aujourd'hui, c'est tout. Tout ce que je fais aujourd'hui, ça vient de là-bas. Tout ce que je fais, toutes les performances, tout est de là-bas, parce que si j'étais pas passé par Saumur, je pense pas du tout que j'en serais là aujourd'hui. C'est vraiment cet endroit-là qui m'a déclenché, les gens que j'ai rencontrés, les gens qui m'ont appris des choses. Peut-être que je l'ai bien utilisé aussi, parce que c'est un endroit qui est particulier et il faut savoir utiliser et exploiter au maximum cette école, mais c'est un endroit qui, moi, je dois vraiment tout, et si on devait me dire t'y retournes demain, tu recommences à zéro, je signe 100 fois, et tous les gens qui se posent la question d'aller ou pas là-bas, il faut pas hésiter, c'est vraiment un endroit exceptionnel. Et donc moi je suis rentré pour la formation initiale en 2014. Donc dans le but d'avoir des diplômes d'enseignement, parce que à la base comme je disais, j'avais pas du tout de prétention de devenir cavalier, d'acheter mon écurie, je savais pas du tout où j'allais, donc je voulais des diplômes, pour enseigner ou non, je savais pas trop, mais au moins ça me permettait d'avoir une base, et en plus il y avait une licence en plus de la formation, donc ça permettait d'avoir un bagage, c'est pas non plus un doctorat, mais c'était une licence de management des établissements équestres. Il y en a qui, après la formation, ont arrêté les chevaux et puis sont partis vers des masters, donc ça ouvre quand même des portes de faire ces études-là. Donc c'était quand même intéressant. Donc la première année, le BPGEP, c'est rien de très glorieux. La deuxième année, c'est le DE, donc là c'est un peu plus spécifique, compétition, et on rentre plus dans l'aspect qui m'attire, quoi. Aujourd'hui, si je dois enseigner, c'est entraîner un couple vers la compétition, donc cette année-là était plutôt sympa. Et là, il y a eu cette entrée au pôle qui m'a plus déclenché, on va dire, sur le côté sportif. Forcément, parce que le pôle, c'est uniquement la compétition, le sport, le haut niveau, etc. Donc ça a été un ensemble de choses qui ont fait que ça m'a tiré vers le haut. Le pôle, ça m'a
énormément appris comment devenir un athlète, comment devenir un sportif, comment former un cheval, toute la préparation, comment on programme une saison de concours, etc. Et la formation, ça m'a plus formé sur le côté professionnel, l'enseignement, la transmission de notre savoir, pouvoir partager ce qu'on fait, parce que si on est surdoué mais qu'on est incapable de dire ce qu'on fait, et c'est pas intéressant. Il faut pouvoir partager et offrir au mieux aux gens qui vont nous demander tous les conseils et tout ce dont on est capable de faire, on doit pouvoir leur transmettre. C'est aussi ça qui est intéressant dans notre métier, enfin dans tous les sports d'ailleurs, mais si on n'a pas de transmission, tout ce qu'on a fait, bon, c'est pas forcément intéressant, c'est bien pour soi, mais il faut pouvoir s'ouvrir aux autres. Donc la formation, ça m'a aidé à avoir ces compétences-là, de savoir transmettre, et aussi de savoir, qu'est-ce qui me plaît. Bon, le BP, il y a plein de gens qui ça convient très bien, qui adorent faire des cours, et tant mieux, il en faut. C'est une filière c'est une partie de la filière équestre qui fonctionne énormément, les centres équestres, et je savais que ça me plaisait pas plus que ça. Si, j'aimais bien les tout petits parce qu'on faisait n'importe quoi, voilà, c'était drôle, mais les autres niveaux, c'était pas très intéressant pour moi en tout cas. Et après le DE, j'ai vu l'aspect plus compétition, entraîner quelqu'un vers la compétition, ça me plaisait. Et puis après la partie DES, ça c'est aussi hyper intéressant. On apprend à former des futurs minuteurs, donc on apprend à des gens à devenir des BP. Mais il y a ce côté où on transmet à nouveau toutes les compétences qu'on a apprises avant. Donc c'est une autre transmission, c'est un peu différent, mais ça j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et faire un centre de formation et transmettre la pédagogie à d'autres personnes, c'est un truc qui m'avait bien attiré. Et je dis pas qu'un jour j'y retournerai pas dans ce secteur-là. C'est une autre approche de notre métier. C'est pas transmettre l'équitation, c'est transmettre comment vous allez transmettre. Voilà, ça c'était une année qui était assez intéressante. Et bon, la formation, c'est pas du tout lié au sport. Évidemment, ils nous laissent en faire et si ça va, ils nous poussent à faire du concours, mais c'est pas eux qui vont nous former pour le concours. Donc c'est pour ça que le pôle et la formation, pour moi, ça a été les deux choses qui ont fait que j'ai pu apprendre tout ce que je sais aujourd'hui. Je pouvais pas faire plus complet qu'en ayant fait ces deux cursus-là. Je voudrais quand même rebondir sur ce que tu viens de dire. Là, aujourd'hui, tu te consacres à ta carrière de sportif de haut niveau. C'était le moment et c'est le bon moment pour le faire. Après, est-ce que tu entrevois la possibilité d'avoir des propriétaires ici, de développer toute la partie formation, d'entraîner des gens, de former des en tant qu'instructeur? Ça, c'est quelque chose que tu pourrais imaginer pour les années à venir? C'est pas quelque chose auquel je pense trop le très loin. Aujourd'hui, je suis dans le sport, le haut niveau, et notre sport, il est dur parce qu'il faut être là sur le moment, mais il est aussi dur parce qu'il faut durer dans le temps. Et mais on a la chance de pouvoir le pratiquer jusqu'à temps qu'on puisse, parce qu'il n'y a pas de retraite à 30 ans comme dans beaucoup de sports. Aujourd'hui, il y a des gens comme Jean Teller qui ont... Je dirais pas d'âge parce que je me souviens pas. Je dirais pas dire une bêtise. Qui ont un certain âge et qui sont encore à haut niveau. Donc non, j'espère pouvoir faire une carrière de concours le plus longtemps possible. Après, avec cette intensité-là, je sais pas. Pour moi aujourd'hui, ça manque encore d'intensité. J'ai pas assez de chevaux. Il faut que j'arrive à développer encore plus mon activité et pouvoir en faire encore plus, parce que c'est vraiment ça qui me motive. Mais plus tard, j'espère pouvoir faire du haut niveau toute ma vie et former des chevaux, des jeunes chevaux, les amener au haut niveau, les vendre si besoin. Enfin, voilà, pouvoir avoir ce système-là longtemps. Peut-être qu'il y aura des activités un peu plus complémentaires qui viendront par la suite, mais aujourd'hui, je vis pour ça et j'espère avoir encore quelques années là-dedans. Ouais. Tu le disais, c'est un sport quand même qu'on pratique qu'on pratique presque toute sa vie. Et du coup, toi, tu as 25 ans, tu es vraiment à l'aube de ta carrière, tu as tout à construire encore, même si tu es déjà très performant. Mais est-ce que tu peux nous parler en fait de ton système actuel? Qu'est-ce que tu es en train d'essayer de créer autour de toi comme fonctionnement, comme modèle économique? Comment tu envisages les choses justement pour essayer de construire cet avenir qui te permettra de faire du haut niveau pendant longtemps? Comme je disais, c'est pas quelque chose que j'ai eu le temps de mûrir et de réfléchir et de préparer, parce que c'est arrivé un peu comme ça. Je suis rentré au pôle, championnat d'Europe jeune cavalier. On continue, on va faire les championnats du monde jeune senior. Le cheval il suit et en fait on arrive à faire du 5 étoiles, mais ça a été assez vite mine de rien. Et je me suis pas dit ok, maintenant il faut que je prépare qu'est-ce que je fais, comment je le prépare, mon système, etc. J'ai un peu avancé au jour le jour.
Et à la suite c'était en 2017 quand j'ai fait Bokello, le cheval est 3e, j'ai eu 2 éleveurs qui m'ont appelé pour mettre des chevaux. Et vu que j'étais au pôle, on avait l'opportunité d'avoir des chevaux en plus. Du coup, j'ai pris. J'ai eu ces chevaux-là qui sont aujourd'hui encore des chevaux que j'ai aujourd'hui et qui sont mes 2 principaux propriétaires. Je l'ai pas vraiment, c'est pas quelque chose que j'avais préparé. Il y a des gens qui structurent tout, qui ont tout préparé, comme je pense à Maxime Livio qui a une énorme structure. Tout est millimétré et tout a été pensé avant. Moi aujourd'hui, j'en suis encore un peu au jour le jour. On avance au fur et à mesure. Le fait d'avoir acheté ici, ça me permet maintenant de créer un vrai système. Avant, j'étais à Saumur, je louais des box pendant 2 ans. Je cherchais des propriétaires pour rentrer des chevaux, je faisais du sport et ça s'arrêtait là. Maintenant que je suis ici, il faut quand même que j'arrive à avoir un système qui soit périn, rentrer de l'argent pour pouvoir entretenir, améliorer et payer ce qu'il y a à payer. C'est plus le même poids à supporter quand on est en location que quand on est chez soi, parce que s'il y a X ou Y truc qui pète, faut pouvoir le réparer, alors qu'en location, il n'y a rien à faire. Donc on change un petit peu de façon de voir les choses en étant chez soi. Du coup, j'essaye de réfléchir à un système qui va m'aider et qui va marcher. Donc comme je l'ai un petit peu dit, je vais continuer le sport évidemment, essayer de développer ça au maximum, trouver des nouveaux propriétaires. J'ai pour projet d'essayer de monter des syndicats pour racheter des chevaux que j'ai ou des nouveaux, mais en ayant plusieurs personnes sur des chevaux pour baisser les coûts et du coup que ça soit moins lourd pour des gens qui auraient envie d'être dans le milieu mais qui n'arrivent pas parce que financièrement c'est trop dur, ou alors pour des éleveurs qui voudraient garder un tel ou un tel cheval mais qui peuvent pas parce qu'ils ont besoin de trésorerie. Le fait d'avoir des syndicats, alors pour l'instant c'est un syndicat que j'essaie de créer, racheter des chevaux, ça coûte moins cher à chaque individu et du coup on avance comme ça. Donc ça c'est une idée que j'ai et je pense qu'il marche parce que dans les courses ça se fait depuis toujours et ça marche très bien. C'est quelque chose qu'on avait aussi beaucoup parlé avec Bernard Lecourtois. Tu sais, l'éleveur de saut d'obstacle, de chevaux de saut d'obstacle, ouais. Plutôt un peu de toute discipline. Et Brulmail qui nous disait qu'il avait lui syndiqué les premiers étalons et effectivement que c'était un modèle à copier, à dupliquer en fait. Ouais, je pense que c'est important. Il y a Didier Crank qui le fait avec qui est beaucoup dans les courses et qui l'a fait avec Kevin. Il a cette chance-là d'avoir ça vient pas de comme ça, mais il a cette chance de pouvoir attirer du monde assez facilement, en plus dans une discipline où il y a de l'argent et où c'est très médiatisé, donc ça aide. Mais c'est pas impossible, c'est pas réservé qu'aux autres et c'est pas impossible que nous on y arrive dans notre discipline. Donc il y a cette idée-là de syndication pour essayer de développer un peu notre système. Et après, j'aimerais développer une partie un peu course ici. C'est une écurie qui faisait du débourrage, pré-entraînement et entraînement de chevaux de course. Moi, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. J'aime bien regarder les courses, je m'y intéresse assez. Et j'aimerais me lancer un peu dans le débourrage pour entraînement. Et alors tout le monde me dit qu'une fois qu'on a mis les pieds dedans, en général, on finit par en faire plus. Peut-être un jour entraîner des chevaux, mais ouais, ça m'attire assez bien. Donc, et financièrement, c'est un système qui fonctionne bien et qui est plus rémunérateur que notre sport en équitation classique. Petite pause dans cet épisode pour prendre le temps de vous souhaiter une très belle année 2021. On espère qu'elle sera placée sous le signe du succès, de la réussite et que vous aurez l'occasion de mener à bien tous vos projets, aussi bien personnels que professionnels. Nous vous souhaitons de vous épanouir et de réaliser chacun de vos rêves. Merci de votre fidélité et de nous suivre dans notre aventure pour cette nouvelle année. Si jamais vous ne les suivez pas encore, n'hésitez pas à aller checker les comptes Instagram d'Edouard Lévy, Morgane Barban-son-Mestre, Geoffroy de Coligny et évidemment celui d'Alexis Goury, tous gérés par l'agence Riders Talent. Bonne écoute à vous. C'est un vrai sujet, je rebondis là-dessus. C'est un vrai sujet qui est celui du modèle économique dans lequel évoluent les cavaliers de concours complets. Par rapport au CSO, les gains ils sont beaucoup moins importants. Il n'y a pas de circuit comme les Global Champions Tour, etc. Est-ce que tu peux nous expliquer, toi, comment est-ce que tu vois l'avenir de cette discipline ? Vaste sujet. Il y a énormément il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte pour notre sport. Il y a le côté médiatisation, le côté argent, je pense qu'il va avec, la sécurité et aussi le nombre de gens que ça attire, parce que même si on est beaucoup, mine de rien, si on compare, je pense, les gens qui font du complet et les gens qui font du CSO, les chiffres doivent pas être les mêmes. Donc évidemment que c'est un sport qui est, je dirais pas sur la sellette, mais on est obligé de se montrer et de pousser un peu les murs pour dire qu'on est là et
et qu'on ait un beau sport qui a des vraies valeurs et un vrai échange avec les chevaux, avec une discipline principale qui reste le cross qui est juste incroyable. Donc on essaie au maximum de mettre en avant, et je trouve que là, ces dernières années, par le biais des médias, par le biais de... Il y a des gens qui ont envie de soutenir le sport, et les cavaliers les premiers, évidemment. Donc je trouve que ça... On commence à faire bouger la discipline, à la rendre plus médiatique, et qu'il y ait plus de gens qui s'intéressent, plus d'investisseurs. Donc je pense que c'est une discipline qui va durer dans le temps. Après, malheureusement, c'est des grandes institutions qui décident de tout ça. Si par malheur, un jour, c'était une discipline qui sortait du système olympique, je pense que là, ça deviendrait compliqué, mais aujourd'hui, c'est pas à l'ordre du jour. Un exemple très, très bête, il y a 2 mois de ça, on nous pond qu'il y a championnat d'Europe de CSO et championnat d'Europe de dressage, mais le complet, ça passe à la trappe. Et finalement, on s'est tous réunis, on en a tous parlé, et chaque fédération, les cavaliers de complet et sûrement beaucoup d'autres personnes se sont manifestées pour dire que c'était pas normal, on peut pas rester de côté. Si on se laisse aujourd'hui être de côté pour cet événement-là, les prochains JO, on va dire le complet ça coûte trop cher, on laisse tomber, on l'a déjà fait pour la championnat d'Europe, ils ont rien dit, on arrête. Donc là aujourd'hui c'est acté, on va avoir un championnat d'Europe. Il y aura une commission au mois de mars qui nous dira où est-ce que ça sera, mais au moins ils ont remis ça au goût du jour, et tant mieux pour la discipline. Donc je pense que c'est quand même... Il y a des gens qui tirent un peu les ficelles vers le bas, mais il y a énormément de gens, de plus en plus, qui tirent la discipline vers. Donc c'est bien, et je pense que ça va dans le bon sens. On parlait du modèle économique que tu essayais de mettre en place et du fait que tu n'avais pas encore toutes les réponses, en fait, tout simplement à tes questions, que tu n'avais pas encore trouvé toutes les solutions. On avait lu dans une interview donnée à l'Éperon qu'il y avait quelque temps, tu avais reçu une proposition d'achat pour ton cheval de la part des États-Unis, je crois, et tu avais répondu que si tu vendais ce cheval, tu le regretterais de l'avoir vendu, alors que tu ne regretterais jamais de l'avoir gardé. Est-ce qu'à l'heure actuelle, tu valides toujours ce choix-là? Est-ce que tu penses que c'était le bon choix et tu maintiens ta position? Alors cette proposition-là, c'était donc en 2017, à la suite de Bokello justement, et c'était pas un intermédiaire, mais si je me souviens bien, c'était pour des Irlandais. On va dire que j'avais fait les championnats du monde à Bramham. Je crois que j'avais pris un dérobé sur le cross, c'était pas très bien passé. J'avais fait Bokello, là je fais 3e. Ça marche, le cheval commence à faire des épreuves quand même conséquentes, et là on me propose de le vendre. Je commençais à avoir goûté un petit peu au niveau, et j'avais pas vraiment envie que ça s'arrête là, j'avais rien d'autre derrière. Quand on m'a proposé, j'ai dit ok, je le vends, c'était une grosse somme d'argent. Et en fait, j'ai pas dû beaucoup dormir les 2 nuits qui ont suivi ça. Et finalement, je suis revenu sur ma décision et j'ai dit je le garde. Aujourd'hui, je regrette pas du tout. Enfin, si je l'avais pas gardé, j'aurais pas tout ce que j'ai aujourd'hui, parce que j'aurais pas été à haut niveau, j'aurais pas fait toutes les échéances que j'ai fait derrière. Donc sportivement parlant, c'était néant. Donc à mon âge, en ayant zéro bagage avant sportivement, c'était le premier cheval, ma première apparition, on va dire, à haut niveau. Si je vendais ce cheval-là, je coupais toutes les ambitions que j'avais, je coupais net à tout ça. Même si avec beaucoup d'argent, on sait qu'on peut se racheter des chevaux, etc. Avant de reformer un cheval, même s'il a déjà du métier, revenir à haut niveau et en plus être performant, je suis pas sûr que j'aurais réussi à revenir aussi vite à haut niveau et à faire les performances que j'ai faites avec ce cheval-là. J'ai jamais regretté, je regretterai jamais, et ce qui est sûr, c'est que de l'avoir gardé, ça m'a permis de faire tout ce que j'ai fait jusqu'à aujourd'hui, et surtout d'être là où je suis, parce que sans lui, j'ai pas d'image, sans image, j'ai pas de retour de propriétaire, d'investisseur, de sponsor, enfin tout, je dois tout à ce cheval-là, donc. Tu vas le garder jusqu'au bout? Ah oui. Ouais, non, c'est lui qui est à la base et à l'origine de tout, hein. Non, mais voilà, ce cheval-là je le considère pas comme un animal, quoi. C'est une personne à part entière, et il m'a permis d'avoir tout ce que j'ai aujourd'hui.
J'aimerais revenir avec toi sur la question de l'image, de la médiatisation de la discipline aussi, puisque tu en as beaucoup parlé. Aujourd'hui, tu es accompagné pour la gestion de tes réseaux sociaux et de tes partenaires par l'entreprise Riders Talent, qui est partenaire de cet épisode. Est-ce que tu peux nous dire quel est l'intérêt pour toi de t'accompagner de ces personnes-là et qui sont là aussi pour mieux gérer ton image? Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, dans ta vie de cavalier? Comme on disait déjà, la médiatisation, elle se développe énormément dans notre sport, et au niveau des cavaliers qui étaient peut-être un peu qui avaient peut-être une distance avec les médias, peut-être par l'âge aussi des cavaliers, on est quand même beaucoup de jeunes générations à arriver avec ça un petit peu plus de nature, on va dire. C'est vrai que les anciens, ils ont encore du mal à se mettre là-dedans, même s'il y en a qui le font beaucoup, mais nous, étant plus jeunes, on est plus connectés, on va dire, déjà de base. Et donc on amène peut-être ce renouveau-là qui va permettre à notre sport d'avoir une nouvelle image et un nouvel aspect auprès du public, le fait que tout soit beaucoup plus médiatisé. Donc c'est toujours important, ça l'a toujours été d'essayer de donner une image, de partager ce qu'on fait. Des fois ça peut paraître un peu moi je, mais c'est partager aussi nos expériences, nos résultats, ce qu'on fait avec les chevaux au quotidien, et pas être uniquement ici à faire notre truc dans notre coin. Donc ça permet de s'ouvrir à tout le monde, quoi. Et donc la médiatisation, je la faisais un peu moi-même avant. Je pense que je l'ai fait comme je pouvais, ça me dérangeait pas de le faire, mais c'était pas régulier, c'était pas forcément très bien fait, c'est pas du tout mon métier. Donc je le faisais un peu avec mes mots et à ma manière. Bon, ça a marché un temps, mais au bout d'un moment, il fallait trouver une solution alternative. Du coup, Riders Talent, c'est une agence de communication qui aujourd'hui est dirigée par deux personnes, Alexandre et Laurent. Laurent, que je connaissais un petit peu d'avant par le biais d'Astier, puisqu'il était son manager, et j'ai rencontré par la suite Alexandre. Donc c'est une agence qui permet de gérer l'image et les réseaux sociaux. Donc pour nous c'est hyper important parce que notre sport il se développe de plus en plus sur les réseaux, la médiatisation elle est de plus en plus importante. Et faire ça soi-même, en plus de tout ce qu'on a à faire, c'est compliqué. C'est vrai qu'avant, moi, je le faisais moi-même, comme je pouvais, avec mes mots, etc. Mais c'était pas professionnel, on va dire. C'était plus une communication amateur. Je faisais du sport et de l'équitation de façon professionnelle, et il me manquait ce côté professionnel au niveau de la médiatisation. Donc Riders Talent, ça me permet d'avoir cette charge de travail en moins, parce que c'est quand même un boulot à temps plein. Donc ils gèrent toute la partie image sur les réseaux, et ça nous permet d'être beaucoup plus efficaces, beaucoup plus pertinents. Ils savent comment gérer les réseaux, quoi mettre à quel moment. On revient d'un concours, on a fait une bonne performance. La semaine qui suit, si on n'a pas quelqu'un qui nous dit ok, on va mettre ça, c'est le bon moment, c'est opportun. Et en fait les gens ils vont juste lire qu'on a fait une bonne performance, et puis derrière il n'y a plus rien. Donc il faut réussir à se servir de ce qu'on crée en concours et de ce qu'on crée avec les chevaux pour après apporter aux gens qui nous suivent d'autres choses, des choses du quotidien, des choses sur les chevaux, et ça il faut savoir à quel moment on met telle ou telle chose, et grâce à Riders Talent ça nous permet d'être beaucoup plus efficace et d'avoir une communication beaucoup plus professionnelle. Et en plus de ça, l'avantage qui nous offre, c'est de pouvoir démarcher des sponsors. Alors aujourd'hui, pour nous, c'est facile d'avoir des sponsors liés au milieu équestre, des selliers, une sellerie qui va faire de tout matériel, une marque d'étrier ou autre. On va les voir, on les connaît presque parce que c'est notre milieu. On sait comment leur parler, on sait ce qu'on va leur dire. Et d'ailleurs, on est assez équipés là-dedans. En général, tous les cavaliers ont des marques qui les suivent, vraiment liées à l'équitation. Mais aller toucher des marques complètement différentes, un garage, je sais pas, des assurances, des banques, ça on sait pas faire. Alors que Laurent et Alexandre, c'est deux personnes qui ont travaillé dans des milieux autres que l'équitation et qui savent gérer ça. Et s'ils devaient agrandir cette agence à d'autres sports, je pense qu'ils seraient en mesure de le faire. Donc pour nous, c'est vraiment un soutien qui est important, et j'espère que ça va marcher pour nous comme pour eux. Mais dans les deux cas, si ça marche, ça sera bien pour tout le monde, parce que d'une petite agence, ça durera sûrement quelque chose de très gros, avec plusieurs cavaliers dans toutes les disciplines. Et c'est quelque chose qui n'existe pas aujourd'hui.
Donc c'est important qu'on arrive à faire fonctionner cette agence-là. Pour nous, c'est indispensable. Eux, ils ont besoin de nous, donc c'est un double échange. Et on se doit de faire au maximum, non seulement par nos performances, mais bon, si on n'est pas performant, ils vont pas nous dire t'es nul, va-t'en. On fait toujours du mieux qu'on peut, mais au-delà de la performance, pouvoir se rendre disponible pour faire des vidéos, des interviews, donner du contenu à la communication, parce que si on joue pas le jeu, ça peut pas marcher. Donc c'est sûr que ça prend du temps pour nous qui avons plein d'autres choses à faire. Des fois, on se dit la photo de demain, soi-disant super importante, j'ai autre chose à faire, quoi. Mais c'est important, faut jouer le jeu et pour que ça marche et que ça soit à la fin concluant, quoi. D'ailleurs, vous avez produit ensemble, très récemment, il n'y a pas longtemps, une vidéo immersive dans laquelle on te voit évoluer dans ton quotidien de cavalier et de gestionnaire d'écurie. Qu'est-ce que tu voulais montrer par cette vidéo ? Quelle est l'image en fait que tu as voulu véhiculer et quel est le rendu que tu voulais montrer au public très large, au grand public ? Cette vidéo-là, on voulait faire une vidéo qui n'existe pas, qu'on avait entre guillemets jamais vue. L'idée de cette vidéo-là, le fond de cette vidéo, vraiment le cœur, c'était une idée qui venait d'Alexandre. On avait envie de faire quelque chose qu'on voyait pas. La vidéo où on dit, où on parle d'un cheval, où on parle des écuries ou de notre vie, ça, on en voit tous les jours. On voulait faire quelque chose c'est moi qui allais être sur la vidéo, mais que ça puisse toucher tout le monde et que tout le monde s'identifie au travers. Que ça soit pas, je raconte juste ma vie. Et d'ailleurs, la vidéo, on parle à la place de tout le monde. Je suis à l'image de tous les cavaliers. Je suis pas moi personnellement, quoi. Dans cette vidéo, je parle pour tout le monde. Donc c'était vraiment ce qu'on recherchait et je pense que ça a marché parce j'ai eu beaucoup de retours. Et on voulait faire ça aussi pour la discipline parce que voilà, notre discipline, elle a du mal à percer, à se retrouver au même niveau que les autres. Donc c'était de montrer un peu le côté qu'on n'a pas l'habitude de voir, les à côté, tout. Et qu'est-ce qui fait que ce sport, il est si beau à la fin. Et du coup, on a vraiment creusé pour le texte, pour qu'est-ce qu'on va dire, comment on va essayer de faire ressortir telle ou telle émotion à tel ou tel moment. Donc c'était assez intense à faire. C'était pas forcément évident non plus d'avoir les bons mots, la bonne intensité au bon moment. Mais on voulait faire quelque chose d'assez profond et de toucher au maximum les gens, quoi. Donc voilà, on avait réfléchi à faire tout un texte qu'on a remanié 50 fois parce que ça nous plaisait pas. Les images, on a passé une journée et demie à faire des images avec une super équipe de production filmique, des gens avec qui j'avais déjà travaillé avant, mais qui sont vraiment pareil, qui sont pas forcément dans le milieu des chevaux, mais qui ont apprécié ce milieu-là, qui ont apprécié le cheval et qui ont su faire des images qui laissent transmettre l'émotion, même forcément sans qu'il y ait une parole derrière. Ils sont vraiment forts et ça a vraiment rendu une vidéo qui est assez incroyable. J'aimerais revenir, Alexis, maintenant sur toi, sur tes performances et tes expériences, puisque en 2018, tu es réserviste pour les JEM de Tryon. Malgré ce que l'on peut penser, les cavaliers réservistes ont une place très très importante et indispensable dans une équipe. Ils doivent se tenir prêts si besoin et ils sont aussi en même temps un support très important pour l'équipe. Comment est-ce que tu as vécu cette expérience, toi, et qu'est-ce que tu en as retiré ? Ça arrivait un petit peu... j'ai envie de dire jusqu'à ce moment-là dans ma carrière sportive, tout ce qui arrivait, j'avais l'impression que c'était le cheveu sur la soupe, quoi. C'était pas prévu, c'était pas calculé. C'était pas ma meilleure année. J'avais fait Brabham, j'avais repris un refus à nouveau. Et après, j'avais fait une bonne performance au Haras du Pin, c'était au mois d'août, si je me trompe pas. Et puis, malheureusement, il y avait eu beaucoup de casses dans les chevaux cette année-là, et du coup, on n'était plus forcément très nombreux, et du coup je me suis retrouvé à être premier réserviste. Donc j'avais à ce moment-là 23 ans, je me suis dit me retrouver réserviste des Jeux mondiaux à 23 ans, c'est quand même pas mal. En plus il y a toujours une chance d'y aller, il suffit qu'il y ait un cheval qui se blesse et on doit être là et présent pour pouvoir le faire. Donc ça s'est pas passé et tant mieux parce que l'équipe qui est sélectionnée à la base c'est celle qui est prévue pour être performante. Donc s'il y a un cheval en moins, c'est pas forcément bon signe, même si le réserviste il est censé faire son job aussi. Voilà, donc j'ai pu faire la prépa à Granville. C'était assez particulier là. Au début, j'étais assez motivé. Je prenais tout ce que je pouvais au maximum. Mais il y a eu un moment où
j'ai un peu accusé le coup le fait de me dire bon, je suis là, mais en fait je vais un peu rester sur le carreau, quoi. Et après, avec du recul, c'était vraiment, c'était une super expérience. J'ai appris plein de choses, ça m'a permis de me rapprocher du staff, de voir aussi comment ça se passe et de connaître, parce que c'est assez particulier quand on n'a jamais fait. Se rapprocher aussi des autres cavaliers, avoir un peu cet esprit d'équipe qui est peut-être un peu moins marqué en senior parce qu'on est que entre adultes et au quotidien, tout au long de l'année, on a des affinités avec telle ou telle personne, mais sur une équipe de 6 personnes sur un championnat, il y a tous les âges, de gens qu'on n'a pas forcément l'habitude, qu'on va dire, on va parler, mais on n'est pas forcément très proche. Donc voilà, ça permet humainement de développer un peu plus les relations entre tout le monde, et puis sportivement c'est toujours intéressant. Ça m'a énormément appris et d'ailleurs j'avais fait Pau à la fin de l'année à la suite de ça, où le cheval avait bien couru et voilà, c'était vraiment c'était une bonne expérience. Et une fois qu'on a fini cette prépa là, on se dit vivement l'année prochaine en espérant d'être performant et de pouvoir revivre ça, parce que c'est 15 jours où on est tous réunis pour faire notre passion, notre sport, et en plus pour l'équipe de France. Donc c'est 15 jours où tout ce qu'on fait toute l'année, on le réalise à ce moment-là. C'est que la préparation, c'est pas l'échéance. Mais à la limite, c'est presque le plus agréable parce qu'il n'y a pas la pression de l'épreuve. Vraiment, tout le monde est détendu. C'est convivial. Il n'y a pas du tout de pression. On s'entraîne dans un cadre qui est sympa. On est dans un hippodrome, on galope les chevaux à la plage. Enfin voilà, pour nous, c'est un peu des vacances parce qu'on sort de dans notre moule habituel. On va là-bas, on a moins de chevaux. Et on oublie un peu le quotidien pendant 15 jours, quoi. Donc c'est pas des vacances, mais ça nous permet de nous vider la tête, et c'est vraiment un système qui, je trouve, très bien, cette prépa de 15 jours. Il y en a qui adhèrent pas parce que ça fait partir longtemps. Il y en a qui ont des structures où c'est compliqué du coup de partir aussi longtemps et de laisser la structure toute seule, mais c'est un système, je pense, qui fonctionne bien et qui est important, et ouais, c'était une super expérience. Si on considère la discipline du concours complet, il y a un cavalier qu'on a envie de citer parce qu'il est incroyable, c'est un ovni. Et j'aimerais bien que tu nous en parles, c'est Michael Young. Michael Young, nous, on l'a vu, par exemple, cette année, en début d'année 2020, au concours 5 étoiles de Bordeaux, concours de saut d'obstacles, où il a été extrêmement performant dans les épreuves du 5 étoiles. Est-ce que tu penses que, est-ce que ce serait un modèle reproductible en France d'avoir un cavalier qui arriverait à faire à la fois du 5 étoiles de concours complet, à la fois du 5 étoiles de CSO? Et est-ce que tu penses que c'est vraiment un parmi l'ensemble des cavaliers capables de faire ça? Je pense que c'est possible. Il y a évidemment plusieurs critères qui vont rentrer en compte. Il y a l'aspect financier, parce qu'en CSO, on passe encore dans une autre catégorie en niveau achat de chevaux, investissement en compétition, l'engagement en concours, tout ça, ça coûte une fortune. Et tous les concours sont très loin, donc voilà, financièrement, c'est encore plus dur à assumer, je pense. Il y a le côté, il faut avoir un peu de talent quand même pour pouvoir faire le complet. Monter 5 étoiles, c'est déjà un métier, mais c'est un deuxième métier de pouvoir aller sauter des parcours à 1m60. Et même dans l'éducation des chevaux, c'est 2 métiers différents parce qu'on leur apprend pas la même chose. En complet, on leur apprend un jour ils se tiennent, un jour ils sont à plat et l'autre jour ils se tiennent. En CSO, c'est toujours la même chose. Donc c'est pas forcément la même approche. Il faut avoir ce sentiment-là quand même, savoir comment dresser les chevaux de CSO et les chevaux de complet, c'est vraiment à part. Je pense que lui, il arrive à le faire parce que déjà il a un talent qui est inouï, et il a un encadrement et un système qui fonctionne merveilleusement bien. Son sponsor Fischer, c'est de la famille à lui si je me trompe pas, mais ça lui permet d'avoir des moyens qui sont très importants. Je connais pas très bien son système, je sais pas si c'est quelqu'un qui a beaucoup de chevaux au quotidien, qui en amasse beaucoup et qui après fait du tri, ou s'il arrive vraiment à les sélectionner, parce que on n'a pas l'impression qu'il a 15 chevaux par concours. Par contre, quand il les a, ils sont tous performants. Après, il est très fort parce qu'il sait très bien les préparer un peu en cachette. On n'entend jamais trop parler des chevaux 2, 3 étoiles. Et paf, d'un coup, il arrive 4 étoiles, il gagne. Donc, il est assez fort dans ce système-là. Il court beaucoup en Pologne, tout ça, donc on n'entend pas trop parler. Et une fois qu'il arrive, les chevaux sont prêts. Donc, là-dessus, il est très fort.
Mais je pense que son système financier lui permet de le faire aussi. Et il a le talent pour pouvoir faire les deux. Mais ouais, je pense que c'est possible à partir du moment où... Bon, déjà, faut avoir envie, hein, parce que je pense pas qu'un cadet de CSO ait envie d'aller se mettre dans le complet. Après, lui, il peut le faire parce que il a pas beaucoup de chevaux à haut niveau. Il a 2-3 chevaux à haut niveau en complet, 2-3 chevaux au niveau en CSO. Et à côté de ça, il en a pas non plus 50 à la maison à faire d'autres concours. Donc il peut se permettre de faire un week-end de complet, 3 week-ends de CSO, un week-end de complet. Alors que si on a beaucoup de chevaux dans une des deux disciplines, ça prend tous les week-ends. Donc lui, il arrive quand même à réduire son effectif, mais de l'avoir performant pour pouvoir faire du haut niveau avec les deux, quoi. J'aimerais bien reparler un peu du système de la discipline et du fait que depuis très peu de temps, une 5e étoile a été créée pour le concours complet. Il y en a encore très peu depuis la création des CCI 5 étoiles par la FEI. Qu'est-ce que cela change pour vous, cavaliers de concours complet? Est-ce que tu penses que ça fait évoluer notre sport et qu'est-ce que ça apporte pour cette discipline? Honnêtement, je sais pas trop à la base pourquoi ça a été fait. Si ce n'est qu'ils ont voulu créer une étoile qui soit plus orientée amateur. C'est-à-dire que une étoile, il est accessible pour des cadets qui font de l'amateur 1. Alors qu'avant, pour faire une étoile, il fallait faire amateur élite. Donc ils ont diminué un petit peu le niveau en international pour attirer plus de monde, peut-être pour un aspect économique. Donc l'idée est bonne. Après, pour nous, en tant que cavalier, qu'on monte un 4 ou un 5, ça nous a pas changé grand-chose. Peut-être qu'au niveau du public et justement de la médiatisation, on fait un 5 étoiles comme font des cadets de CSO de dressage. Donc peut-être là, on peut se dire, ah ok, il fait un 5 étoiles, si le gars il regarde que du CSO, il va savoir que 5 étoiles, c'est du haut niveau. Alors que peut-être qu'avant, quand quelqu'un faisait un 4, on se disait, il fait pas de 5 étoiles. Donc peut-être en termes d'image, ça apporte quelque chose. Après, pour nous, ça nous a pas changé grand-chose. Si ce n'est qu'on a mis au moins un an à s'adapter au fait que ça ait changé d'une étoile, on se perdait un petit peu. On va se rapprocher de la fin de l'enregistrement, de la fin de l'épisode. Il y a une question qu'on aime bien. Tu vas essayer d'y répondre. Est-ce que tu as déjà connu un échec ou une difficulté en particulier qui t'aurait permis de rebondir et d'être résilient et quelque part, du coup, qui t'a permis de te reconstruire et de construire quelque chose de plus performant à la suite? J'ai jamais eu de gros échecs parce que j'ai eu de la chance d'avoir beaucoup de choses qui m'ont quand même réussi. Après, évidemment, on a souvent des échecs dans le sport parce que c'est comme ça, on peut pas tout le temps être performant et c'est ça qui fait que le sport et encore plus le complet, ça nous rend beaucoup plus humbles, on est obligé beaucoup plus se remettre en question. Donc l'échec sportif, on le vit tous. Plus ou moins grande échelle. C'est sûr que si on loupe une échéance comme les Jeux Olympiques ou si on loupe l'épreuve de 4 ans qu'on pensait gagner, c'est quand même pas le même impact. Mais j'ai loupé 2 épreuves avec trompe-l'œil justement. C'est les championnats du monde des moins de 25 ans à Bramham. Je l'ai fait 2 ans de suite, les 2 fois je l'ai raté, au même endroit. Donc ça c'est la première année, c'était mon premier 4 étoiles long à ce moment-là. C'était le tout premier. On sait que c'est le concours qui est le plus dur en 4 étoiles. Même moi, j'ai fait que 2 5 étoiles, 2 fois Pau. Je trouve que Bramham est plus dur. Parce que y a pas une minute où on galope à plat. Soit ça monte, soit ça descend. Tous les obstacles sont énormes. Il y a des trous quasiment sous tous les obstacles. Il y a pas de pied. C'est le cross le plus incroyable que j'ai fait. Et la première année, je l'ai loupé, je pense, manque d'expérience. C'est une combinaison que j'ai ratée. Le cheval fatiguait un petit peu et voilà. Bon, j'étais déçu, mais à la fois, c'était la première fois, donc bon. La deuxième année, j'y allais pas pour faire mieux, mais je voulais y aller pour gagner, quoi. J'avais fait Bokello, j'étais 3e, le cheval était performant, je savais ce que je faisais. Et puis, je me refais avoir au même endroit, enfin quasiment au même endroit. Et je pense que c'est un excès j'ai manqué de lucidité, trop confiant, pas assez concentré à ce moment-là. Le cheval, j'avais un peu d'avance sur le chrono et le cheval fatigue et il me lâche sur une entrée de gaille avec une ombre. Si je me souviens, ouais, c'est ça, il y avait une ombre. Il y avait une branche qui faisait de l'ombre pile sur l'obstacle. Donc en fait, l'obstacle était dans le noir et juste avant, c'était que du soleil. Et il l'a pas vu et avec la fatigue, il s'est écroulé au-dessus. Ça m'avait un peu miné parce que le cheval était largement capable, il avait fait tout le parcours.
je m'étais fait avoir un peu comme un bleu et là on se remet en question quoi. On se dit que alors c'est sûr c'est du très haut niveau et voilà ça peut arriver tout le temps, il y en aura d'autres. Mais dans l'approche la façon dont j'étais arrivé, j'avais peut-être un peu trop de confiance et du coup là ça m'a rappelé à l'ordre. Après d'autres échecs en particulier, notre sport et notre métier font que tous les jours on a des hauts, des bas et c'est ça qui fait que voilà on est obligé de tout le temps penser comment faire mieux, comment améliorer et si on n'est pas capable de se remettre en question et de réfléchir un minimum, on n'avance pas bien vite quoi. Donc voilà. Si un autre truc l'année dernière, premier championnat d'Europe senior. Bon le dressage j'avais fait une reprise pas trop mal, mais à ce moment-là j'avais pas encore bien. Le cheval il a vraiment progressé là cette année sur le dressage. L'année dernière c'était pas encore parfait quoi. Et je savais que sur le cross par contre là il était performant et c'est là que je pouvais vraiment aider l'équipe. Sur le CSO aussi, mais voilà le cross j'avais envie de bien faire et bon, il y a eu cet accrochage là où on a failli tomber. Du coup, je termine le tour. J'avais pris que 2 secondes de temps sur le cross, mais j'ai pas pu finir derrière. Ils m'ont pas laissé faire la visite. Donc, pareil, c'est pas très grave, c'est pas un gros coup dur, mais voilà, moralement, c'est pas évident. Si j'avais pu faire le CSO, ça aurait sûrement changé un peu la donne. Donc, quand on fait ses premiers championnats, on a envie de bien faire, on a envie de montrer qu'on est capable. Donc, on a l'impression de rester un peu sur le carreau, mais à la fois, c'est un peu indépendant. J'aurais pas pu faire grand chose. Le cheval, c'était un peu ouvert à genoux. Voilà, mais c'est des choses qui font grandir et qui permettent d'avoir du recul et de la lucidité sur notre sport, quoi. Alexis, pour clôturer cette interview, je ne vais pas te demander où est-ce que tu te vois dans 5 ans. Par contre, tu es encore très jeune et tu as toute une carrière à construire. Quels sont, d'après toi, les prochains challenges pour les années à venir ? Comme je le disais, réussir à pérenniser mon système tant sportivement que financièrement, d'avoir un système qui me permet de gagner ma vie, d'entretenir ma structure, d'avoir les chevaux qui permettent de faire du haut niveau avec des investisseurs, des propriétaires, des éleveurs et donc réussir à créer tout ce système-là pour amener d'autres chevaux au haut niveau parce que amener un cheval c'est bien mais ce qu'il faut c'est en amener d'autres pour pouvoir faire perdurer sa carrière sportive. Donc oui, sportivement, je rêve des Jeux Olympiques et des championnats du monde, mais c'est pas très original. On est tous pareils en tant que cavaliers. Mais c'est réussir à fonder quelque chose ici qui me permette d'accéder à tout ça et j'espère pouvoir faire ces échéances-là. Voilà, aujourd'hui, je travaille avec des éleveurs qui sont dans le métier depuis assez longtemps et j'ai envie de réussir par le biais de la syndication de montrer que voilà, ces éleveurs-là qui n'ont pas forcément tous les moyens mais qui sont investis et qui réfléchissent tous les jours, qui travaillent énormément pour prendre de la bonne poulinière, les talons, faire le bon croisement, réussir à amener le bon cheval, grâce à mon système de pouvoir valoriser leur travail sans qu'ils soient obligés de vendre leurs chevaux au bout d'un moment parce qu'ils n'ont pas les moyens de les financer et que le haut niveau ça coûte cher. Donc aujourd'hui j'ai 2 éleveurs qui sont super, l'élevage de la Maison Blanche qui a une jument de 6 ans qui commence à être performante et qui a un entier qui est incroyable. Donc voilà, tout ce système-là, je le fais pour moi, mais j'essaie aussi de le faire pour eux, pour réussir à développer au maximum mon système et leur, et qu'on avance ensemble, pouvoir amener des chevaux au niveau et surtout réussir à les garder. Après, évidemment, de temps en temps, il faut en vendre, mais garder ceux qu'on a envie de garder, essayer d'en amener certains au niveau en se disant celui-là, on le vendra au moment, et puis voilà. On suivra ça de très près. Bon courage pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à nous écrire pour nous dire ce que vous en avez pensé par message privé sur Instagram. On se retrouve dans 15 jours avec un nouvel épisode et cette fois-ci avec Maud Ligouza. Ce nom vous dit quelque chose ?